Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je me présente, Laurent Perron, je suis chef de projet du secteur industrie automobile pour le compte du think tank, le Shift Project. Le Shift Project, pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est un think tank dont la mission principale est la décarbonation de nos sociétés. C'est une association d'intérêt général dont la caractéristique principale est de regarder l'économie sous l'angle des flux physiques et d'intégrer les contraintes, des contraintes physiques qui vont arriver dans les décennies qui viennent. La mission du Shift, c'est donc d'éclairer et d'influencer le débat public sur la transition énergétique. Et peut-être que certains et certaines d'entre vous ont entendu parler du plan de transformation de l'économie française que le Shift a lancé il y a maintenant à peu près 3 ans. L'idée de ce plan était de regarder ce que pouvait être le chemin pour emmener l'économie française vers la neutralité carbone en 2050, sous l'aspect, encore une fois, purement physique. Trois impératifs ont guidé ce plan. La décarbonation, évidemment, pour l'atteinte de nos objectifs climatiques. Ce qu'on appelle le bouclage, c'est-à-dire vérifier que l'ensemble des flux physiques est bien, et de la demande des différents secteurs est bien assouplissable, j'allais dire. Enfin bref, qu'on saura fournir l'ensemble des besoins en matière, en énergie, en électricité, en ce que vous voulez, aux différents secteurs qui en auront besoin. Et le dernier impératif qu'on s'était fixé, c'était d'avoir un chemin et une photo en 2050 qui permettent d'avoir un volume d'emploi qui soit acceptable et en tout cas à peu près cohérent avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Le PTEF s'est décliné en plusieurs secteurs. Des secteurs industriels, comme l'industrie automobile ou l'industrie lourde par exemple, des secteurs d'usage, comme la mobilité quotidienne ou la mobilité longue distance, ou la culture ou la santé, qui sont des secteurs qui, du point de vue de la décarbonation, n'ont jamais été traités de ce que j'en sais. Et encore une fois, on a assuré le bouclage global. Donc le plan qui a été proposé, on ne dit pas que c'est le plan qu'il faut absolument suivre, hein. On dit que c'est un chemin possible, l'idée étant de montrer que si on s'intéresse vraiment au sujet sous l'angle physique, décarbonation, résilience, emploi, on peut trouver des chemins qui nous amènent à respecter et nos objectifs climatiques et nos objectifs de société qui gardent les caractéristiques qu'on lui connaît aujourd'hui. Donc voilà, donc on a traité la partie industrie automobile dans ce cadre-là, et je vous propose une petite discussion dans la demi-heure qui vient autour de ce sujet. Ce que je vous propose, c'est un petit pitch introductif sur les données macro du secteur industriel, et puis d'engager une discussion sur pas mal de sujets d'actualité autour de la voiture électrique, du SUV, du vélo, enfin de ce que vous voulez. On échangera ensemble juste après. Alors pourquoi on s'est intéressé à l'industrie automobile et à la mobilité dans le cadre du PTEF? Alors pour au moins 2 raisons assez simples. La première, c'est que le secteur du transport en France, vous le savez sans doute, est le secteur qui émet le plus de gaz à effet de serre, et il pèse en gros 1/3 des émissions de GES en France. C'est le plus gros secteur, c'est sa première caractéristique, et cette deuxième caractéristique, c'est le seul secteur dont les émissions ne baissent pas depuis une quarantaine d'années. Tous les autres secteurs baissent, arrivent à décarboner un peu leurs émissions, sauf le secteur du transport. Donc ça, c'est un premier enjeu fondamental. Et le deuxième, c'est que le secteur du transport dépend à plus de 90% du pétrole. On vole, on navigue et on roule au pétrole aujourd'hui à plus de 90%. Et on dit par ailleurs au Shift que nos approvisionnements en Europe et en France en pétrole risquent de connaître des tensions assez fortes d'ici 2030. Donc il est important, au moins à ces 2 titres, lutte contre le réchauffement climatique et sortie de la dépendance au pétrole, de décarboner au plus vite le secteur des transports. Et l'enjeu est fort, hein. Encore une fois, ça n'a pas baissé depuis 30 ans. Et il faut qu'on atteigne la neutralité en 2050.
Si on se focalise un petit peu sur le secteur automobile, historiquement c'est un secteur extrêmement important en France, avec les deux constructeurs que vous connaissez, qui a connu de fortes évolutions depuis le début des années 2000. Pour se donner quelques chiffres, on produisait en France en 2004 plus de 3 700 000 voitures. Aujourd'hui, est-ce que vous savez combien on en produit? Moins de 1,5 million. Donc on a perdu quasiment 2 millions de production de voitures en l'espace de 20 ans. Alors sous l'effet de délocalisation, évidemment, et sous l'effet d'une baisse de marché assez relative, c'est vraiment de la délocalisation et de l'abandon d'un certain nombre de segments, notamment des petites voitures qu'on produisait beaucoup chez les constructeurs français et en France il y a quelques années, et qu'on produit soit plus du tout, soit ailleurs. Moins d'une voiture sur 5 qui est vendue en France aujourd'hui est fabriquée en France. Alors évidemment, en termes d'emploi, les chiffres ont suivi cette tendance. On a perdu dans la filière construction pure automobile, on a perdu plus de 100 000 emplois en 15 ans. Et la tendance qu'on constate aujourd'hui, on est sur la même pente. Donc si on n'y fait rien, ça va continuer. Autre caractéristique, l'objet automobile, c'est-à-dire la voiture en tant que telle. Je vais vous donner juste deux indications. Bon, vous l'avez constaté, la tendance quand même historique est à ce qu'on appelle la premiumisation, si le terme existe, en tout cas de tendance vers le haut de gamme, ce qui se traduit évidemment dans une hausse importante des prix de vente. Et les voitures neuves aujourd'hui sont de moins en moins accessibles à tout le monde. Et l'autre caractéristique que vous avez là aussi constatée, c'est une hausse de la masse des voitures, du poids des voitures. Elle a pris en moyenne 300 kg en 30 ans. Donc une voiture aujourd'hui est 300 kg plus lourde qu'une voiture à peu près équivalente il y a une trentaine d'années. Alors il y a un tas de raisons à ça. Il y a des raisons réglementaires, des équipements de sécurité qui sont devenus obligatoires, des équipements de dépollution qui sont devenus obligatoires. Mais il y a aussi des choses que les constructeurs ont mis dans les voitures pour atteindre un niveau premium et augmenter à la fois et les prix de vente et les marges unitaires. Et on arrive à une situation aujourd'hui où les voitures sont plus tellement accessibles pour tout le monde et où on a perdu, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, on a perdu un certain nombre d'emplois en France. En termes d'usage, plus de 80% des kilomètres qu'on parcourt tous les jours sont faits en voiture individuelle. Donc c'est le mode de transport principal des Français en moyenne. Alors c'est un peu moins vrai en Île-de-France parce qu'il y a beaucoup de transports en commun. Mais ailleurs, la voiture est quasi le seul mode de transport utilisé. Ce qui explique que la voiture représente la moitié des émissions de gaz à effet de serre du transport. Pour le dire autrement, la voiture individuelle, c'est plus de 15% des émissions de la France. Aujourd'hui, une voiture, ça pèse en moyenne un peu moins d'une tonne 5 et on est là aussi en moyenne dans nos déplacements quotidiens 1,4 personnes dans la voiture. Donc pour le dire de façon un tout petit peu triviale, on déplace 1 tonne 5 d'acier, de ferraille, pour transporter 100 kg de chair humaine, quoi. Un peu trivial, d'accord, mais ça montre quand même que l'efficacité de la voiture telle qu'elle est aujourd'hui est quand même pas géniale. Et demain, dans un monde où les approvisionnements énergétiques, les approvisionnements matières et les contraintes carbone vont peser, il va falloir qu'on recherche sans doute un peu plus d'efficacité. Juste avant de vous donner la parole, on a deux enjeux au moins sur l'industrie automobile qu'on a essayé de mettre en avant dans notre rapport. Le premier, c'est de saisir
le plus rapidement possible toutes les opportunités industrielles pour avoir en France une industrie de ce qu'on a appelé les mobilités routières. Donc notre proposition, c'est de relocaliser, enfin de réindustrialiser des petits véhicules accessibles à tout le monde, électriques évidemment, en France, de faire en sorte, et ça commence quand même à être le cas, d'avoir une filière intégrée des batteries, là aussi en France, en termes de raffinage des minerais, en termes de fabrication des batteries et en termes de recyclage. Et puis aussi, et là pour le coup c'est encore un peu dans l'ombre, de développer des filières industrielles en France sur autre chose que la voiture. J'entends par là les filières vélo et les filières de ce qu'on appelle les véhicules intermédiaires, c'est-à-dire tous les objets de déplacement qui se situent entre le vélo classique et la voiture classique. Donc là-dedans, vous allez trouver des tricycles, des quadricycles actifs, vous allez trouver des quadricycles motorisés électriques, type Citroën Ami ou Renault Twizy par exemple. Et ce qu'on a essayé de montrer dans ce rapport, c'est qu'il y a un potentiel important et en développement de ces usages de type de véhicules, mais aussi en termes industriels. Et ça peut être une opportunité assez forte. Deuxième énorme défi, la décarbonation du secteur. Ça passera par l'électrification des véhicules. Donc le véhicule électrique est indispensable à la transition et à l'atteinte de nos objectifs climatiques, mais ça ne sera pas suffisant pour respecter nos trajectoires de baisse d'émissions. Il faudra repenser nos usages de mobilité et la façon de nous déplacer. Donc être plus nombreux dans les voitures, avoir des voitures plus petites, faire moins de kilomètres, se déplacer autrement. Donc, voilà, un discours introductif un tout petit peu long, mais ce que je vous propose, c'est d'engager une discussion sur ces sujets-là, à votre convenance. C'est la première question qui est la plus dure. Oui, tu as mentionné que l'industrie automobile avait perdu 100 000 emplois autour des 20 dernières années, pour les raisons que tu as mentionnées. Dans le plan visé par le SHIFT Project, qu'est-ce que devient l'emploi dans ce secteur? Peut-être dans l'industrie automobile elle-même, et puis peut-être plus au sens large dans l'industrie de la mobilité, comme tu le signalais. Oui, merci. Alors, il y a deux sujets. Il y a, est-ce que la perte d'emploi va continuer dans l'industrie automobile? Si on fait rien, ça c'est sûr. Si on fait quelque chose, les emplois vont être, enfin, dans notre vision, peuvent être un peu différents. Dit autrement, fabriquer une voiture électrique nécessite moins de main-d'œuvre que de fabriquer des voitures thermiques. Donc on aura de toute façon moins d'emplois dans la filière par véhicule produit. Et dans la filière qu'on appelle aval, c'est-à-dire toute la partie réparation, distribution, commerce, etc., et notamment entretien, une voiture électrique nécessite moins de main-d'œuvre là aussi à entretenir qu'une voiture thermique. Donc il est fort à parier que si on ne développe pas d'autres opportunités, le bilan global sera négatif. Ce qu'on a essayé de montrer dans le PTVF, c'est qu'on avait quand même beaucoup d'opportunités industrielles et en emploi pour équilibrer les pertes d'emploi qu'on va continuer à avoir. Je peux citer plein d'exemples. Le premier, c'est la filière batterie. Vous savez sans doute qu'il y a 4 projets d'usines de batterie dans le nord de la France, des annonces sur la construction d'usines de recyclage de batteries dans le nord de la France. Donc ça, c'est un volume d'emploi qui va être assez important. Dans la fabrication et l'entretien des bornes de recharge, on a aussi un potentiel important d'emploi. Et dans les filières que j'ai énoncées tout à l'heure, vélo et véhicules intermédiaires, là aussi, entre la fabrication et la filière aval, réparation, entretien, commerce, on a évalué, grosso modo, qu'on arrivait à équilibrer en termes d'emploi ce qu'on avait perdu dans la filière traditionnelle. On a un volume d'emploi à peu près étal. J'ai une question. Pourquoi ces 300 kilos en plus en si peu de temps?
Comment justifier ça? Comment imaginer qu'on puisse vraiment aller à l'envers? Est-ce que ce sont une nécessité technique? Est-ce que c'est plus culturel? Évidemment, je pense au SUV. Pour quelle raison, à un moment donné, tout le monde a shifté vers le SUV? C'est quoi les solutions que vous voyez sur cet alourdissement qui est quand même un des problèmes? Oui, merci. La prise de masse est un problème. Je reviens dessus juste un petit instant. Une voiture plus lourde, c'est une voiture qui nécessite plus d'énergie pour être construite et plus d'énergie pour avancer. Et encore une fois, si vous suivez un peu les travaux du Shift, dans un monde où le volume global disponible d'énergie ne va pas aller croissant. Alors, côté énergie, ça c'est un problème. Côté émission, plus un véhicule est lourd, plus il va émettre de gaz à effet de serre, là aussi bien à fabriquer qu'à déplacer. Et en termes d'empreinte matière, là aussi on va avoir un bilan qui est fortement dégradé. Plus le véhicule est gros, plus il va consommer d'acier, de lithium, de cuivre, de je sais pas quoi. Là aussi, avec des ressources qui demain vont être certainement un peu plus contraintes. Alors, pourquoi, je l'ai évoqué un tout petit peu tout à l'heure, la prise de masse, elle est en gros trois raisons. Des raisons réglementaires, qui est assez difficile de remettre en cause finalement. Est-ce qu'on va supprimer les airbags ou les ABS? Pas sûr. Des raisons de dépollution de moteur. On a mis des pots catalytiques, on a mis des filtres à particules. Alors vous allez me dire tout ça, ça va disparaître avec les véhicules électriques, certes. Des raisons de sécurité, mais pas réglementaires, où les constructeurs ont quand même un petit peu couru après. Alors c'est un peu technique, mais c'est les protocoles NCAP, qui sont des protocoles consuméristes non réglementaires, mais qui ont encouragé les constructeurs à avoir de plus en plus d'airbags, de plus en plus de renforts de carrosserie, etc. Ça, on peut très bien revenir en arrière en disant moi je cours plus après ces trucs-là. Mais en disant ma voiture elle est suffisamment safe, elle répond à la réglementation, c'est bon. Et puis après il y a des raisons marketing pures, de style, la SUVisation. Donc c'est des grosses roues, c'est un capot plat, c'est une hauteur d'assise plus importante. Et ça a participé à l'augmentation de toutes les dimensions caractéristiques des voitures. Largeur, hauteur, longueur, poids. Ça c'est une tendance clairement marketing. Marketing. On a plus l'impression d'être en sécurité dans une voiture SUV, on a plus, enfin je sais pas quoi. Et puis on a rajouté quand même beaucoup d'équipements au fur et à mesure des années, dont on peut quand même légitimement s'interroger sur la pertinence, quoi. Est-ce que c'est complètement essentiel d'avoir des sièges tournants électriques ou des sièges chauffants ou des écrans qui font, je sais pas combien, 15 pouces? Est-ce que c'est utile? Enfin, ou en tout cas essentiel. Ça n'existait pas il y a 30 ans. Et ça participe très clairement de la prise de masse aussi. Bilan de l'opération, on a des voitures qui tiennent même plus sur les places de parking, quoi. Et que les gens peuvent plus se payer. Ce qui est un tout petit peu plus gênant, quand même, dans les temps qu'on vit aujourd'hui, où il faudrait très vite électrifier le parc automobile. Et évidemment, si vous proposez des voitures à 40, 50, 60 000 euros, il n'y a personne pour les acheter, quoi. Et donc on n'est pas prêt d'avoir le niveau d'électrification qui nous permettrait de respecter notre trajectoire climatique. Donc là, une des pistes possibles, c'est de revenir à des petites voitures. Ça, c'est un choix industriel, et économique. De revenir à des petites voitures, type Twingo électrique, type, je sais pas quoi, 106 électrique, ça existait à l'époque. Alors Renault commence à le faire, il va produire des R5 électriques dès cette année dans le nord de la France, avec des batteries françaises bientôt. Donc voilà une piste intéressante, avec des voitures qui vont faire électrique 1300-1400 kg, quoi. Il y a certainement un levier réglementaire sur lequel il faut agir pour desserrer l'étau des contraintes à la fois sécuritaires et d'équipement et je ne sais pas quoi. Donc il y a certainement une action, alors ça se passe plutôt au niveau de l'Europe, ça, mais il y a une action à faire là-dessus aussi.
Mais on savait faire il n'y a pas si longtemps des petites voitures pas trop chères. Il n'y a aucune raison que ça ne sache pas les faire aujourd'hui. Hein. Aucune. Et développer d'autres catégories que j'ai évoquées tout à l'heure, les véhicules intermédiaires. Enfin, typiquement une Citroën Ami, ça pèse, je ne sais pas combien, 700 ou 800 kg, même pas. Ça coûte pas si cher que ça. Et ça a 70 km d'autonomie en électrique. Donc ça couvre... je vais dire une bêtise, 60-70% des usages quotidiens qu'on a de la voiture. Alors ok, c'est pas un 5008 tout cuir, tout machin, tout truc, mais ça fait le job quoi. En vrai, ça fait le job en usage. Moi, je voudrais que vous nous expliquiez sur les matériaux. Est-ce que ça veut dire qu'on remplace l'acier par plus de résine plastique? Et aussi, l'autre question, c'est sur les ressources en nickel qui vont servir pour les batteries. Oui, merci. Alors, est-ce qu'on va remplacer l'acier par du plastique? C'est déjà un peu le cas sur certains véhicules depuis longtemps, d'ailleurs. J'étais chez un constructeur jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça où il y avait des voitures avec des ailes ou des capots en plastique déjà. Est-ce que ça va s'accélérer? J'en sais rien. J'en sais rien. Il faut regarder tous les bilans. Alors vu du shift, il faut regarder le bilan gaz à effet de serre, le bilan matière, notamment pétrole. Il n'est pas complètement sûr que le bilan environnemental soit si intéressant que ça de remplacer de l'acier par du plastique. Il faut regarder. Et après, pour un constructeur, en termes de prix, c'est pas pareil non plus. Hein. L'acier, ça reste pas cher au kilo. Des plastiques sur véhicules, ça reste cher. Sur les approvisionnements, alors vous me parlez du nickel, mais il n'y a pas que le nickel. Hein. Le nickel intervient dans la fabrication des batteries. Plus globalement, lithium, cobalt, nickel, cuivre, ayons en tête qu'on n'a pas de problème de ressources. Il y a suffisamment de ressources sur Terre, surtout ces minerais-là. On a plutôt un problème de flux, c'est-à-dire que la demande risque d'être supérieure aux capacités de production. Mais pas pour des raisons de réserve géologique, hein, pour des raisons des délais d'ouverture de mines. Donc il n'est pas impossible que dans quelques années, la demande surpasse la capacité de production en attendant l'ouverture de nouvelles mines. Pour autant, la transition, elle va nécessiter beaucoup de nouveaux matériaux dans des quantités qui vont être multipliées suivant les minerais entre 4 et 40. Ça va avoir des impacts environnementaux certains qu'il va falloir essayer de diminuer le plus possible. Et une bonne façon il y a plusieurs façons de diminuer notre besoin en minerais. La première, c'est celle que j'ai évoquée, c'était de faire des véhicules plus petits. En gros, hein, pour reprendre cet exemple, vous prenez une voiture qui a en gros 100 kWh de batterie, des grosses Tesla, des gros SUV, bon ça à peu près. Avec l'équivalent en matière de ce que vous mettez là-dedans, vous pouvez faire 250 vélos assistance électrique, en termes de matière. Ou vous pouvez faire 208 électriques. Bon. Une autre manière de réduire notre dépendance et notre empreinte matière, c'est de recycler. Et l'avantage de l'électrification par rapport à l'ère du pétrole, c'est qu'on sait récupérer les matériaux. Ça fait quand même une différence fondamentale. Une batterie qui arrive en fin de vie, on va savoir la recycler, récupérer tous les matériaux et réinjecter ça dans le circuit. Avec le pétrole, c'est pas possible. Hein. Une fois que vous l'avez cramé, c'est fini. Donc le recyclage va avoir un rôle fondamental. Troisième levier pour réduire notre empreinte, les innovations. Finalement, le véhicule électrique et la batterie, même si on connaît ça depuis 150 ans, c'est une industrie qui est assez récente. Il y a beaucoup d'évolutions, beaucoup de recherches sur notamment les batteries, les différentes chimies de batteries. Ça va encore aller très vite. On va gagner en densité énergétique, on va gagner à s'affranchir de certains matériaux. Et
Donc ça, c'est un bon levier aussi pour réduire notre dépendance au nickel, au cobalt et à tout ça. Et puis, dernier levier, la sobriété. Forcément. Donc la sobriété, hein, pour faire court, même si c'est pas encore si longtemps c'était un gros mot, c'est faire moins. Moins de voitures, moins de kilomètres, moins de besoins. Et quand vous cumulez l'ensemble de ces leviers-là, on devrait arriver dans un monde idéal à un truc qui vole. Quand je dis qui vole, c'est que notre besoin en matériaux primaires sera considérablement réduit. Et justement, par rapport à cette dépendance, est-ce que vous pensez que, on va dire en raisonnant au niveau européen, est-ce qu'on a la capacité, on va dire, par rapport à tout ce que vous avez, on va dire, énoncé, que ce soit l'état de nos ressources, les technologies qu'on va développer, est-ce que finalement, notre capacité aussi à produire de l'énergie non fossile, est-ce que finalement, dans les décennies à venir, est-ce que c'est une chance pour les pays de l'Union européenne de finalement devenir, en tout cas de se rapprocher très fortement d'une souveraineté énergétique et Oui. Je ne sais pas si on va y arriver, mais il faut. Il faut essayer en tout cas. Ce sujet est quand même commence à être pris assez sérieusement au niveau gouvernemental français, mais aussi européen. Et la dépendance aux minerais est un vrai sujet qui commence à être bien documenté. Juste là-dessus quand même, les minerais de la transition, alors au-delà du transport, parce que l'électrification concerne beaucoup d'autres secteurs que le transport, donc on peut citer lithium, cobalt, nickel, cuivre, ce que vous voulez. Les pays producteurs de ces trucs-là sont en nombre assez restreint. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que les capacités de raffinage de ces trucs-là sont quand même très souvent en Chine. Donc on a deux enjeux, enfin trois même. Le premier, c'est de développer des capacités de raffinage en Europe sur ces trucs-là, pour ne pas dépendre, pour ne pas passer d'une dépendance aux pays de l'OPEP à une dépendance à la Chine, en clair. Donc ça, développer des capacités de raffinage, passer des accords de long terme avec les pays producteurs, et dans le même temps développer suffisamment la R&D pour s'affranchir le plus possible des besoins en matière. Je prends un exemple. On parle beaucoup du cobalt, dont la production est quasiment exclusivement faite en République démocratique du Congo. Il y a déjà une technologie de batterie qui n'utilise pas de cobalt. Les batteries LFP, pas de cobalt. Donc développons ces trucs-là pour s'affranchir du besoin. Et puis le troisième enjeu que j'ai oublié, oui, ça va être une fois que le stock sera constitué quand même, d'avoir développé le tissu industriel qui permette d'être dans une espèce d'économie circulaire quasi complète, quoi. Et ça c'est jouable, c'est jouable. Mais il faut constituer le stock avant. C'est-à-dire pour avoir des trucs à recycler, il faut les avoir produits avant, quoi. Et c'est parfaitement jouable. Et la France a un rôle important à jouer sur ce sujet-là. Du coup, c'était pour rebondir sur, on va dire, la question des technologies. Donc aujourd'hui, il y a, on va dire, des technologies qu'on serait capable de développer, on va dire, dans l'Union européenne, qui pourraient justement s'affranchir de ces métaux rares, dont finalement, comme vous dites, 80% est contrôlé par la Chine. Tout ça. Je pense à peu près. Ouais. Je pense qu'ils ont sécurisé en fait leurs approvisionnements et en plus de ça, c'est eux qui raffinent. Donc il y aurait des technologies qui nous permettraient finalement de se passer ou en tout cas de cette dépendance aux métaux rares, c'est ça ? Alors pas tous. On aura besoin de cuivre, quoique c'est substituable par l'aluminium. Il faut regarder au cas par cas. Mais en effet, la conclusion, c'est que si on se donne les moyens
au niveau européen ou français, de développer des filières de raffinage, développer des filières. Oui, vous avez raison, hein, l'enjeu d'approvisionnement en minerais n'est pas le seul, il est important quand même. Hein. Et quand vous voyez un peu les stratégies développées par notamment Stellantis, là, qui essayent quand même d'avoir une intégration un peu verticale de tout ça. Hein. Ils passent des accords avec des pays producteurs de minerais, ils investissent dans des capacités de raffinage. Enfin, c'est un vrai sujet quand même. Hein. C'est pas le seul. C'est pas le seul. L'enjeu industriel et de rentabilité de ces investissements est au cœur de tout, hein, évidemment. Au cœur de tout. Et moi, j'aime bien rappeler quand même hein, que quand on a une vision un tout petit peu, j'allais dire historique, de la rentabilité des constructeurs automobiles, moi je me souviens d'une époque hein, où le meilleur, enfin le plus performant constructeur automobile avait une rentabilité de l'ordre de 3, 4, 5%. Hein. Aujourd'hui, un constructeur généraliste moyen a une rentabilité de 15%. Bon. Donc l'automobile rapporte. Aujourd'hui, on ne peut pas dire autre chose. Quoi. Et donc ça débloque quand même des capacités d'investissement qui devraient permettre de faire face aux défis qui s'annoncent. J'espère. Une question sur le calendrier d'électrification. Ah ben, j'allais dire la messe est dite, presque. Donc l'Union européenne a décidé d'interdire la vente de véhicules neufs thermiques à partir de 2035. Est-ce qu'on peut penser que ça sera remis en cause? Moi, franchement, j'y crois pas. J'y crois pas pour une bonne raison, c'est que les investissements que les constructeurs doivent faire pour le passage à l'électrique, ils sont déjà en cours. Et revenir en arrière, ce serait financièrement pas jouable. Et plein de constructeurs ont déjà annoncé de toute façon qu'ils auraient une production 100% de voitures électriques en Europe en 2030. Donc moi je crois pas à ça. Ce qui peut arriver, c'est qu'il y ait quelques niches de certains types de véhicules qui pourraient bénéficier d'une clause dérogatoire. Donc il faudra quand même démontrer que c'est compatible de l'objectif climatique. Et ça, c'est pas l'idée. Donc moi je ne crois pas à un retour en arrière en Europe. Ailleurs, on verra. Qu'est-ce qu'on fait du parc automobile existant? Après 2035, vous voulez dire? Ah mais il aura toujours le droit de rouler. Hein. Il aura toujours le droit de rouler. Oui. Ce qui va être interdit en 2035, c'est la vente de voitures neuves thermiques. Mais le parc existant, vous trouverez toujours de l'essence aux stations-service jusqu'en je ne sais pas quand. Hein. Alors, pourquoi on a fait ça? Enfin, pourquoi l'Europe a fait ça? On va vraiment finir là-dessus. Hein. On a un objectif d'être zéro émission nette en 2050. La durée de renouvellement d'un parc automobile, c'est entre 15 et 20 ans. Donc c'est simple, hein, on a pris 2050, on doit être à zéro émission. Donc ça veut dire plus de voitures thermiques qui roulent en 2050. Vous prenez 2050 moins 15 ans, ça fait 2035.